Merci donc de m'accueillir ce soir, d'être aussi nombreuses et nombreux, et dans ce lieu qui m'a l'air fort sympathique. Donc je suis contente de participer un peu à son lancement, puisque ça fait pas très longtemps qu'il est ouvert. D'abord, je vais me présenter, parce que je crois que c'est important. Bon, je connais un certain nombre de personnes dans la salle, mais peut-être qu'il y en a qui ne me connaissent pas, donc je pense que c'est important de dire d'où on parle, comme on dit. Donc, je suis Annie Coupé, je suis, entre guillemets, secrétaire générale d'Attac. Je dis entre guillemets parce que derrière le titre, en fait, il fallait un ou une responsable juridique de l'association, quoi. C'est pas plus que ça, donc c'est pas un super pouvoir ou une super étiquette dans Attac, c'est plutôt être responsable juridique de l'association. Voilà. Donc moi, je suis au bureau d'Attac et au CA d'Attac, pas depuis très longtemps, puisque en fait, simplement depuis 2 ans. Mais il se trouve que j'ai participé au lancement d'Attac il y a 20 ans, mais à l'époque comme responsable de syndicat, puisque j'étais longtemps porte-parole du syndicat Sud-PTT, puisque je suis postière, et ensuite de l'Union syndicale solidaire. J'ai mis fin à mes fonctions syndicales il y a 4 ans quand je suis partie en retraite, parce que je considérais que retraité, fallait qu'il y ait la place aux non-retraités dans l'organisation syndicale. Donc j'ai connu Attac depuis le début, j'ai suivi forcément Attac, mais disons qu'en termes d'implication, en termes de responsabilité, c'est simplement depuis 2 ans. Voilà, donc ceci étant précisé, donc on est là ce soir pour les 20 ans d'Attac. Il y a un beau livre que je vous recommande. Non, je vous recommande parce que on a voulu faire, et je crois qu'on y a plutôt réussi, et je dis bien on, parce que même si c'est moi qui suis là ce soir, on a été plusieurs, Isabelle Bourboulon, Jeanne Planche et quelques autres à travailler dessus, et à le coordonner, et ce livre, on a voulu en faire non pas l'histoire d'Attac, parce qu'après tout, ça n'a pas forcément un grand intérêt d'écrire l'histoire d'Attac chaque année, qu'est-ce qui s'est passé, etc., mais plutôt de considérer que les 20 ans d'Attac, à la fois, c'était bien de dire qu'on était content d'exister toujours, malgré les péripéties qu'il y a eu dans l'association, hein, il y en a quelques-unes qui ont été rappelées, mais c'était aussi pour dire que ce livre il devait être utile, finalement, pour les 20 ans qui viennent. C'est-à-dire que les thèmes qui sont traités, il y en a une 50aine à peu près, et on a choisi de faire des mots-clés de tous les mots qui nous ont semblé représentatifs de ce qu'est Attac. Donc vous y trouverez, comme on a dit, d'altermondialisme à zapatisme, hein, c'est vraiment large. Vous trouverez aussi bien des mots-clés comme travail, comme désobéissance, comme salarié, comme évidemment banque, comme capital, comme écologie, enfin bon, etc., etc. Et tous les thèmes qui, d'une façon ou d'une autre, ont irrigué Attac. Et la deuxième chose qui est intéressante, je trouve, et qui montre aussi, au-delà du livre, qui est encore une fois, je trouve, un bel objet assez bien réussi, mais qui montre aussi la démarche d'Attac, c'est, il y a un certain nombre de, bien sûr, il y a des contributeurs et contributrices qui sont à Attac, vous trouverez Geneviève Azan, par exemple, ou des figures historiques de l'association qui ont apporté, qui apportent toujours beaucoup, Suzanne Georges, Maxime Combe, enfin quelques-uns et quelques-unes comme ça. Mais on a aussi sollicité des personnes qui ne sont pas Attac, qui ont eu l'occasion de travailler ou de faire des choses avec Attac, ou qui avaient des choses à dire sur Attac. Et on a évidemment aussi des signatures internationales, donc l'idée c'était aussi de montrer la dimension d'ouverture d'Attac, à la fois sur les sujets, mais aussi sur les personnes et les acteurs et actrices des mouvements de mobilisation. Alors, peut-être aussi dernière chose sur, entre guillemets, l'anniversaire, ça a été dit tout à l'heure, quand Attac a démarré en 1998, il y a eu un enthousiasme très fort. Et ça s'est traduit par un nombre d'adhérents, enfin on s'est retrouvé à 30 000 adhérents très très vite, hein, ça a été rappelé. Et puis aujourd'hui, Attac n'est même pas 13 000, on est 10 000. On va finir l'année avec 10 000 adhérentes et adhérents. Et on peut dire, d'ailleurs certains journalistes sur leur question, mais quand même vous étiez 30 000 il y a 18 ans, et puis là vous êtes 10 000, donc vous êtes en crise. Non, Attac n'est pas en crise, Attac va même plutôt bien.
Alors pourquoi? Il y a plein de raisons au fait qu'aujourd'hui nous ne sommes que 10 000 adhérentes et adhérents. À la fois, je pense qu'il y a eu effectivement cette période de la crise, il y a une dizaine d'années, qu'Attac a failli mourir, hein, je crois qu'il faut le dire comme ça. Bon, on l'a surmonté et tant mieux. Et c'est pas, bon, 10 ans après, on ne va pas s'appesantir là-dessus parce que ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Je crois qu'Attac a été capable de rebondir et surtout, pour moi, ce qui me semble le plus important, c'est qu'aujourd'hui, enfin aujourd'hui depuis quelque temps déjà, Attac, de nouvelles générations arrivent à Attac. Et évidemment, c'est ça qui est assez décisif, parce que les gens qui ont fondé Attac comme moi ont vieilli, et donc voilà. Et donc il y a un enjeu de renouvellement, et je pense que ce renouvellement, il commence à se voir assez nettement. Et par exemple, à l'université d'été, qui n'était pas que celle d'Attac, hein, qui était celle des mouvements sociaux, pour ceux et celles qui sont allés, je sais qu'il y en a quelques-unes dans la salle qui y étaient, ça s'est vu. Et je veux dire, on avait vraiment une participation de jeunes assez visible et assez forte. Et ça, je crois que ça renvoie au fait que Attac a aussi, depuis quelques années, tourné ses mobilisations sur ce qu'on appelle l'action citoyenne de désobéissance civile, autour des banques, autour des multinationales, etc., etc. Et ça, on voit bien aujourd'hui que c'est une façon pour de nouvelles générations, ou même pas forcément que de nouvelles générations, mais de nouvelles personnes, de s'engager dans Attac, comme sans doute dans d'autres mouvements. Et évidemment, Attac garde sa dimension. Je rappelle que Attac, c'est l'action citoyenne, c'est l'éducation populaire tournée vers l'action citoyenne. Donc il y a bien cette dimension à la fois d'expertise, mais aussi d'action pour construire les rapports de force. Je crois que c'est les deux pieds d'Attac, et c'est ça aussi qui, de mon point de vue, rend Attac peut-être plus nécessaire que jamais encore aujourd'hui, et dans les mois et les années qui viennent. Alors, donc, quand Attac s'est créé il y a 20 ans, Attac s'est créé, comme vous le savez, sur l'idée de la fameuse taxe Tobin, donc de la taxation des transactions financières, puisque c'était l'édito du Monde diplomatique, hein, qui rappelait le poids des transactions financières qui circulent toujours à la vitesse de la lumière autour de la planète et qui alimentent la spéculation financière, etc., etc., et qui, de ce point de vue-là, affaiblissent aussi les démocraties, etc., mais on en reparlera. Donc c'était cette idée d'une taxe Tobin, pas du tout révolutionnaire, hein, Tobin lui-même n'était pas un grand révolutionnaire, c'était simplement l'idée qu'il y a trop de déséquilibre, il faut rééquilibrer un peu, donc il faut taxer ces transactions financières, et cet argent pourrait être mis dans un fonds pour l'aide aux citoyens. Bon, c'était ça le départ, et très vite d'ailleurs, on est passé de l'aide aux citoyens à l'action citoyenne, et ça je pense que c'est évidemment important à noter, parce que, encore une fois, c'était l'idée de mobilisation pour changer les choses. Et puis, c'était aussi le moment où un début de prise de conscience sur le fait qu'il y avait un poids et un pouvoir grandissant de la finance dans le fonctionnement des sociétés. Et évidemment ça, vrai au niveau national, au niveau européen, au niveau international, et dans les rapports entre les pays dominants et les pays dominés, etc. Et c'était aussi la suite du processus qui s'est mis en place au début des années 80 sous l'impulsion de Ronald Reagan et de Margaret Thatcher sur la dérégulation totale des marchés financiers, et qui a été, évidemment, elle n'est pas tombée du ciel, elle a été accompagnée et mise en œuvre par les gouvernements dans les pays, et en particulier en France. Hein. En France, en 83, c'est le fameux tournant de la rigueur qui ouvre la porte au processus de dérégulation financière, et qui engendre en fait au bout du compte ce poids de la finance dans les sociétés, dans la marche du monde. Et puis la fin des années 90, début des années 2000, c'est le discours dominant sur la mondialisation heureuse. Je mets plein de guillemets, c'est-à-dire cette mondialisation libérale va faire le bonheur des peuples partout sur la planète. C'était ce discours en tous les cas qu'on entendait. Et donc Attac s'est construit à ce moment-là. C'était aussi le début de ce qu'on a appelé le mouvement altermondialiste, hein, dont la première bataille c'est Seattle en 1997. Donc c'était le début de ce qu'on va appeler le mouvement altermondialiste, sur lequel je reviendrai. Donc Attac s'est construit sur cette question du poids de la finance, et je dirais que ça a été, et c'est le cœur du métier, je mets des guillemets à cœur de métier, d'Attac. Mais très vite, en fait, en travaillant sur les questions de la finance, on a bien vu que ça touchait à plein d'autres questions.
C'est-à-dire quand on regardait le poids de la finance dans les sociétés, eh bien on voyait tout de suite, par exemple, dans le fonctionnement des entreprises, le poids de la finance que ça faisait. C'est la priorité aux dividendes aux actionnaires à la fin de l'année, et donc les salariés comme variable d'ajustement et qu'on jette, etc. C'est la dérégulation du marché du travail, c'est les attaques sur les services publics, etc. Donc la question de la finance est évidemment tout sauf une question technique, et en touchant à la question de la finance, en remettant ça en cause, on déroule un fil et on voit bien que ça touche à des tas de choses. Et notamment, c'est la question de l'enjeu écologique et du dérèglement climatique qui n'était pas, si vous prenez les textes d'attaque, il y a peut-être quelques références, mais ce n'était pas du tout dans les priorités d'attaque. Et en fait, petit à petit, c'est devenu une question importante, à la fois parce que, évidemment, ces questions-là ont été de plus en plus importantes, et j'y reviendrai, mais c'est aussi parce que, effectivement, la logique prédatrice du capitalisme s'attaquant à tous les aspects de la vie sur Terre, eh bien, et puis avec ce mythe de la croissance infinie, etc., un système de plus en plus productiviste et consumériste, eh bien, effectivement, mettait en danger l'existence même, pas de la planète, mais de la vie humaine et des sociétés. Donc, c'est en ce sens-là que, petit à petit, et aujourd'hui, la question écologique est une question centrale pour Attac, tout autant que la question financière, et on essaye d'articuler les deux. Alors, 20 ans après, je vais passer vite là-dessus, parce que je pense que c'est des choses qui sont connues, on est loin d'une mondialisation heureuse, c'est même le contraire. Les inégalités entre pays ont continué de croître, mais surtout les inégalités entre individus. Il y a un chiffre d'Oxfam, alors sur les chiffres je me trompe tout le temps, mais celui-là je crois que je le connais bien, c'est 65 personnes dans le monde possèdent autant que la moitié de la population mondiale. Bon. Je veux dire, quand on vous dit ça, moi quand je lis ça, je commence par le relire 2 fois, parce que je me suis dit non, j'ai oublié des zéros. Non, c'est réellement, et c'est un chiffre qui date de 2016 je crois, hein, donc peut-être que les choses se sont encore aggravées. Donc voilà, c'est extrêmement parlant. C'est aussi l'accélération de la crise climatique. C'est un monde qui est en tension, je dirais, des guerres. La question des réfugiés, qui est une question extrêmement importante et qui devient centrale dans les sociétés, et en particulier en Europe, et on pourra y revenir. Donc on voit bien que 20 ans après, on est dans quelque chose d'assez paradoxal, c'est que je crois que les questions posées par Attac, et pas que par Attac, parce que par plein d'autres mouvements aussi, sont devenues des questions qui ont un écho dans les sociétés. Et en même temps, on voit bien qu'on n'a pas réussi pour l'instant à, imposer d'autres choix. Donc on est, mais c'est sans doute ce qui sera l'objet de la discussion aussi, on est dans cette situation-là qui est assez paradoxale. Du point de vue de la crise financière, je ne suis pas économiste, mais beaucoup d'économistes, y compris des économistes orthodoxes, prévoient qu'une nouvelle crise financière va arriver et qu'elle risque même d'être plus grave que celle d'il y a 10 ans. Parce que celle d'il y a 10 ans, qu'on a entre guillemets fêté, je mets plein de guillemets, le 15 septembre, à la chute de la banque Lehman Brothers aux États-Unis, qui a entraîné la crise financière qu'on a connue, les banques ont été sauvées, mais la finance a été mise au pas, loin s'en faut, et au contraire. Et quand on voit aujourd'hui la politique d'un Emmanuel Macron, par exemple, dans notre pays, on voit bien quand, par exemple, il va draguer de grandes sociétés qui sont installées à Londres suite au vote, au référendum sur le Brexit, pour qu'ils viennent s'installer à Paris. On voit bien que de son point de vue, il n'est pas là du tout pour mettre au pas ou réguler un minimum la finance. Les peuples ont payé le prix fort et continuent de le payer avec des politiques d'austérité permanentes et généralisées, des systèmes sociaux démantelés, des droits sociaux attaqués, des services publics mis en cause, la santé, l'éducation pour ne citer que cela, et globalement un rapport capital-travail qui continue de s'affaiblir au détriment du travail et au profit du capital. Dans le même temps, la crise climatique. Je ne vais pas développer tellement là-dessus parce qu'il suffit de regarder ce qui se passe cette année, où c'est après l'année 2017 qui avait été l'année la plus chaude, l'année 2018 va être l'année la plus chaude et celle où il y a le plus de typhons, de choses comme ça, etc. Le GIEC, qui est le groupe international qui travaille d'experts sur le climat, qui est un groupe de gens sérieux du monde entier, etc., son prochain rapport va sortir début octobre, là, et ce qu'on sait déjà, c'est qu'il va être encore plus inquiétant et alarmant que le rapport précédent. C'est-à-dire qu'on est loin des engagements de la COP21 à Paris en 2015,
qui prétendait, en tous les cas, qui fixait comme objectif de limiter le réchauffement climatique à 2 degrés, voire 1,5 degré. Là, on est clairement, on sera au-delà de ça. Bon, voilà, et on est dans une situation où vous avez peut-être entendu hier ou avant-hier que Emmanuel Macron a été sacré champion de la planète au One Summit Climat à l'ONU. Et bon, je n'épilogue pas là-dessus, c'est tellement facile. Et en même temps, enfin 15 jours après que Nicolas Hulot ait démissionné. Quoi qu'on pense de Nicolas Hulot, en tous les cas, sa démission prouve que même ces velléités qu'il avait de poser, on peut penser qu'il avait quelques velléités, faisons-lui ce crédit-là, je veux dire, étaient totalement incompatibles avec les politiques menées par ce gouvernement. Il a avalé beaucoup de couleuvres, à un moment donné, peut-être qu'elles étaient trop grosses, j'en sais rien, peu importe, c'est pas mon problème. Mais en tous les cas, je veux dire, on peut mettre les deux événements en face à face, ça illustre bien, en tous les cas, le fait qu'il n'y a aucune politique conséquente par rapport à ça. Quand on parle de crise climatique, et aussi, il faut avoir en tête que c'est évidemment... La crise climatique ne touche pas tout le monde de la même façon, ne touche pas tous les pays, ne touche pas toutes les populations de la même façon. C'est évidemment les pays et les populations les plus fragilisées, et y compris en France, qui subissent le plus les conséquences de cette crise climatique. Et évidemment, les riches et les très riches pensent, eux, qu'ils vont s'en sortir en faisant des zones protégées, des bulles, etc. etc. Donc... je crois qu'on est dans une situation où la prise de conscience que la survie même des sociétés sur cette planète est en cause et peut être remise en cause. Alors, évidemment, depuis 10 ans à peu près, Attac, et comme d'autres, on parle de crise systémique, parce qu'on a parlé de la crise financière, on a parlé de la crise climatique, mais on voit bien que c'est globalement un modèle qui est en crise profonde, qui est le modèle de ce capitalisme financier, mondialisé, productiviste, etc., qui est fondamentalement en crise, et que les tenants du pouvoir, quelles que soient les multinationales, les banques, les gouvernements, etc., aujourd'hui, il y a une espèce de course folle d'accélération des choses. Bon. Et c'est un peu dans cette situation-là, et je pense que c'est important de comprendre que c'est pas juste des petits bouts de crise qu'il faudrait raccommoder un peu, mais que c'est bien je veux dire, une crise profonde de ce système tel qu'il a été construit depuis 30 ou 40 ans. Alors, avec ça, ce qu'on appelle la crise politique démocratique, et avec des conséquences, puisque en fait les institutions, les gouvernements élus, et ça on a malheureusement un bon exemple en France, je veux dire, quel qu'il soit, l'alternance, etc., il n'y a aucune alternative et c'est les mêmes politiques, et d'ailleurs Macron est l'illustration parfaite de ça, ni de droite ni de gauche, rappelez-vous, et surtout beaucoup de droite. Donc on est dans cette situation-là, avec une crise des partis politiques qui ont dominé la vie politique pendant des années et des années, une montée des populismes de droite, pour prendre ce terme-là, des extrêmes droites, etc., partout dans le monde, des pouvoirs extrêmement autoritaires, bon, et avec, y compris des politiques de répression. Alors en France, des quartiers populaires, ça depuis longtemps, des jeunes des quartiers, etc., des personnes racisées et tout, mais une politique de répression qui se développe aux mouvements sociaux. On l'a vu pendant la loi travail, bon, je veux dire... et avec la transcription dans la loi de l'état d'urgence. Bon, cette affaire-là, on n'a pas réussi à l'empêcher, mais c'est quand même tout à fait symptomatique, et je pense que ça a à voir avec le fait que pour mener ces politiques qui sont ces politiques d'austérité durable, eh bien, il faut des politiques autoritaires et il faut des politiques répressives, parce que ça ne passe plus et ça ne passe pas dans les populations. Crise de l'Union européenne, évidemment. Donc on est un peu dans ce contexte-là. Des déséquilibres internationaux importants, ce qu'on a appelé pendant longtemps le multilatéralisme, c'est-à-dire les négociations au sein de l'Organisation mondiale du commerce, etc. On est en train de passer, depuis d'ailleurs quelques années, à des accords bilatéraux, hein, et on voit bien que là, c'est vraiment de la guerre commerciale qui est en train de se mettre en place, avec tout ce que ça veut dire derrière, et donc un monde totalement instable. Dans ce contexte-là, les tentatives de repli nationaliste et xénophobe sont importantes. Elles peuvent être incarnées aussi bien par un Trump que par un Orban en Europe, mais d'une autre façon, même si Macron s'inscrit dans un néolibéralisme plutôt pro-européen, je veux dire, en même temps,
ce nationalisme d'un Orban en Europe ou cette espèce de néolibéralisme mais autoritaire de Macron, en fait, ni l'un ni l'autre ne répondent à deux enjeux fondamentaux qui sont les besoins sociaux des populations et la crise climatique. Donc de fait, aujourd'hui, ce qu'on nous présente comme deux modèles finalement concurrentiels, ils ne sont pas si concurrentiels que ça, c'est-à-dire que chacun à leur manière, ils essayent de tirer leur épingle du jeu pour le profit d'une minorité dans leur pays. Trump, c'est exactement ça. Hein. C'est pas, même s'il remet en cause, par exemple, le CETA, ou dit qu'il va, même s'il remet de la protection aux frontières avec des droits de douane, c'est pas du tout pour l'intérêt de la grande majorité de la population des États-Unis. En tous les cas, on ne le pense pas. Alors, dans ce contexte-là, qui pourrait apparaître assez sombre quand même, en même temps, il faut qu'on voit bien qu'on est dans une période où il y a des résistances, et des résistances importantes. Je veux dire, on peut parler des luttes sociales en France qu'il y a eu ces dernières années, même si elles n'ont pas été victorieuses. On peut parler du mouvement féministe au plan international, les millions de personnes les millions de femmes qui sont descendues dans la rue dans l'État espagnol. Je fais attention à ce que je dis, je suis pas loin de la frontière. Dans l'État espagnol, le 8 mars cette année, ou en Argentine, ou au Brésil par exemple, où c'est aujourd'hui les femmes qui prennent la relève dans une situation politique extrêmement compliquée contre le candidat réactionnaire d'extrême droite qui est en train de monter dans plein de pays. Et cette question, il y a eu évidemment le mouvement MeToo, etc. Mais on voit bien que cette question des mouvements et des résistances des femmes est en train de prendre une dimension internationale très importante. C'est les résistances évidemment sur les grands projets imposés et inutiles, comme on en a parlé tout à l'heure, celui dont vous avez parlé. Bon, la victoire à Notre-Dame-des-Landes, même si la suite est évidemment compliquée, mais en même temps c'est une vraie victoire. C'est le mouvement anti-Trump aux États-Unis, c'est les mouvements de solidarité avec les migrants, avec les réfugiés, extrêmement importants, contrairement à ce qu'on peut dire, parce que on nous laisse entendre souvent que l'opinion publique, majoritairement, est contre les migrants, contre les réfugiés, etc. Quand on voit le nombre d'initiatives de solidarité, y compris avec la répression, Cédric Herrou, hein, mais pas que lui, je veux dire, en France, mais aussi dans d'autres pays européens. Donc ça, c'est aussi une question très importante. Récemment, le mouvement pour le climat, la journée du 8 septembre, a été une excellente surprise, c'est-à-dire quelque chose qui a été lancé par un individu sur les réseaux sociaux, etc., bon, en France, mais aussi évidemment au plan international, a été en tous les cas une grande réussite auquel on ne s'attendait pas forcément. Ça veut dire que ces questions-là entrent vraiment dans le débat citoyen. Donc voilà, donc on est dans cette situation assez contrastée, contradictoire, et dans ce cadre-là, la question que j'ai envie de poser, peut-être en dernière partie de mon intervention, c'est du point de vue d'attaque, quelles sont nos tâches? Mais quand je dis nos tâches, ce n'est pas que les tâches d'attaque. Je fais un nous collectif, militant, citoyen, voilà, parce que je pense que qu'on soit attaque ou qu'on soit dans un syndicat, dans un parti politique ou dans une autre association aujourd'hui, ou qu'on soit simple citoyen, citoyenne, pardon. Je veux dire, je pense que c'est les questions qu'il faut se poser et qu'est-ce qu'on peut faire dans cette situation. Alors, je vais citer quelques éléments comme ça, mais encore une fois, à partir de ce qu'est attaque, hein, mais il nous semble que c'est des choses qu'on peut partager. Il y a ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, un travail d'éducation populaire, de déconstruction des discours dominants. Ça nous semble important. Et de ce point de vue-là, par exemple, le succès de l'université d'été des mouvements sociaux à Grenoble est plutôt vraiment un encouragement très important. C'est-à-dire, il y a de l'appétence et il y a de l'intérêt pour être dans des lieux de réflexion, d'interpellation, de confrontation, parce qu'on sait aussi que personne, aucun mouvement n'a tout seul, à lui tout seul, dans son coin, la réponse à ces questions complexes. Il y a évidemment la question du soutien aux mobilisations sociales. Bon, mais ça, je veux dire, c'est tellement une évidence que je ne développe pas. Il y a le développement de ce qu'on appelle les actions de désobéissance civile. En tous les cas, je l'ai dit tout à l'heure, pour Attaque, c'est quelque chose qui nous permet d'attirer de nouvelles personnes, de nouvelles générations aujourd'hui. Et c'est quelque chose qui marque des points, parce que même si c'est des actions symboliques, etc., avec après les réseaux sociaux, les médias, etc., c'est des choses avec des messages aussi clairs. Je pense que c'est des choses qui peuvent aussi faire progresser nos idées.
Il y a évidemment la question de penser les convergences, les articulations entre les mouvements, non seulement entre les mouvements, agir ensemble, construire des espaces dans la diversité des acteurs, dans la diversité des mouvements et avec le respect des mouvements dans leur diversité et sans hégémonie. Et j'insiste un peu là-dessus parce que c'est un débat, enfin je ne sais pas si vous l'avez ici, mais c'est un débat qu'on a souvent rencontré. Comment travailler ensemble sans qu'il y ait des tentations d'hégémonie? Bon, voilà. Et je pense il y a au moins un exemple cette année qui, pour moi, a été très positif. C'est la question de la marée populaire du 26 mai. Alors, je ne sais pas localement comment ça s'est construit, est-ce que vous avez fait ou pas, mais en tous les cas, nationalement, je veux dire, le fait qu'on ait réussi à construire un espace où on avait des partis politiques, des syndicats, des associations, et avec vraiment un respect de tout le monde, et personne n'a cherché à tirer la couverture à soi, ce qui n'était pas gagné il y a un an ou les années précédentes, hein, je le dis, on peut avoir un débat là-dessus, et je pense que ça a été quelque chose de vraiment très, très, très positif. Il faut comprendre que cette affaire de marée populaire, c'était pas gagné d'avance, c'est-à-dire que je pense que ça a marché notamment parce que Attac et la Fondation Copernic ont été à l'initiative et que ça a donné un cadre de confiance à tout le monde. Je ne dis ça pas du tout pour valoriser Attac et rouler des mécaniques, mais je pense que ça a vraiment contribué. Et en ce sens-là, je dirais que l'existence d'Attac aujourd'hui, elle est importante parce que Attac ne fait pas de l'ombre ni aux partis, ni aux syndicats, ni aux associations qui luttent sur le terrain du logement, sur le terrain des migrants, etc. Donc de fait, ça a permis de créer un climat de confiance. Je l'ai dit tout à l'heure et je le ressouligne parce que c'était pas gagné d'avance non plus, les rapports avec les partis politiques, tout le monde a joué le jeu et on va se dire les choses là entre nous. Je veux dire, par exemple, le positionnement de la France Insoumise à l'automne dernier, qui en gros, je ne sais pas du tout pour faire une polémique, mais c'est parce que je pense qu'on est là pour débattre tranquillement des choses, disait le mouvement social c'est nous. Bon, non seulement ça n'a pas fonctionné, mais ça avait aussi créé quelques crispations dans le mouvement social et dans les mouvements sociaux. Et là, je pense que l'intelligence de la France Insoumise a été de dire, bon, bah, il ne faut pas recommencer ça, et donc de vraiment jouer le jeu tout à fait correctement, comme tous les partis politiques qui étaient autour de la table. Donc tout le monde a tiré une expérience très positive, et même dans la CGT, bon, vous savez que dans la CGT, il y a eu beaucoup de débats, il y a eu une consultation interne, etc., parce que c'était loin d'être gagné, et le bilan de la CGT était aussi très positif. En même temps, bon, aujourd'hui, par exemple, on n'a pas réussi, malgré il y a eu 2 réunions de suite, il y en a encore une avant-hier, pour l'instant, on n'arrive pas à... Bon, peut-être qu'on va prendre 1 ou 2 initiatives qui seront plus des initiatives de débat que des initiatives d'action et de mobilisation d'ici la fin de l'année, notamment sur le terrain de l'écologie et sur la question du racisme. Hein. C'est deux points sur lesquels la CGT a dit qu'elle était prête à travailler, mais par exemple, pour dire les choses franchement, sur la question des retraites, où on considère que c'est évidemment un enjeu syndical, personne ne discute de ça, et que c'est les syndicats qui vont sans doute donner, on peut espérer, le tempo sur les mobilisations, les grèves, etc. Mais en même temps, c'est un enjeu citoyen, c'est pas qu'un enjeu strictement syndical, enfin, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, et là, ça coince. Et pourquoi ça coince? Parce que derrière, il y a aussi les stratégies d'intersyndicats, d'unité syndicale. Enfin, bon, voilà, tout ça est très compliqué. Bon, voilà, donc on en est là. Je pense que le positif, c'est que c'est eu lieu et que ça a montré que c'était possible. Voilà. Mais que maintenant, il faudrait qu'on soit en capacité, collectivement, avec la diversité des acteurs, de reprendre des initiatives. C'est pas gagné pour l'instant. Je m'excuse de dire ça, parce que j'aimerais mieux dire autre chose, mais... Voilà, bon, mais en tous les cas, moi je pense que en même temps, ce qu'on a vu, mais je crois que c'est pas seulement à Paris, c'est que beaucoup de gens qui ont participé, il y avait évidemment beaucoup de militants et de militantes, je veux dire, il y avait un côté, mais qu'est-ce qu'on est content d'avoir été capable de faire ça ensemble. Au-delà de, je veux dire, des organisations nationales et des représentants des organisations nationales. Alors ça, c'est pas... je suis pas en train de dire que tout a baigné partout, je sais que dans des villes, ça a été compliqué, parce qu'on a eu des échos ici peut-être, je ne sais pas, mais je sais que dans des villes ça a été compliqué, dans d'autres villes ça a été facile, etc. Mais en tous les cas, il y a eu cette idée que franchement, qu'est-ce que c'était bien qu'on ait réussi à faire ça, même si on n'a pas été les millions bon, qu'on aurait pu espérer, mais je pense dans le contexte où c'était pas possible. Donc voilà, moi je crois qu'il ne faut pas lâcher sur cette perspective-là, ça va
voilà, ça ne va pas se faire par un coup de baguette magique. On a réussi le 26 mai, donc pour moi, il n'y a pas de raison qu'on ne réussisse pas quelque chose à nouveau dans l'avenir. Il n'y a pas de raison, je veux dire. Mais après, je ne suis pas naïve, j'ai quelques cheveux blancs, donc je sais aussi qu'il y a des échéances électorales qui vont arriver, qui vont compliquer les choses, etc., etc. Mais en même temps, on peut s'appuyer sur la réussite du 26 mai pour ne pas lâcher un type de perspective comme ça, quoi. Je dis penser à l'articulation aussi, c'est comment on pense par exemple l'articulation de choses qui peuvent être parfois contradictoires et compliquées, sociales et écologiques par exemple. Vous battez, enfin moi j'ai une expérience de syndicaliste pour défendre des emplois, et des fois ces emplois ils font partie de ce qu'on appelle des logiques productivistes, ou le nucléaire, un autre exemple au hasard. On voit bien que c'est des questions qui peuvent être source de tension et de confrontation, mais je pense qu'on a une responsabilité les uns et les autres, et en tous les cas pour Attac c'est très important, d'essayer de trouver des confrontations qui permettent de sortir par le haut face aux enjeux actuels. Parce que si on ne fait pas ça, je pense que ceux qui nous dirigent vont continuer à accentuer et à nous diviser. Et on voit bien qu'aujourd'hui, on ne peut pas penser les questions sociales sans penser les questions écologiques, et inversement non plus. C'est-à-dire que de la même façon qu'on met en avant les questions de justice sociale, on doit mettre en avant aussi les questions de justice climatique. Donc justice climatique et sociale vont ensemble. Quand j'ai dit que c'était les populations les plus défavorisées qui payent et qui paieront le prix le plus lourd de la crise climatique, c'est vraiment ça, et ça veut dire qu'il faut penser ça, sinon, je veux dire, ça n'ira pas du tout. Mais aussi penser l'articulation des différentes dominations, alors les dominations de classe, de genre, de race, pour prendre ces termes-là, les termes sociologiques, mais en tous les cas, de penser effectivement les contradictions, et qu'il n'y a pas une seule domination. Il y en a plusieurs, elles peuvent être à l'œuvre, et c'est aussi des choses qu'il faut travailler, parce que sinon, là aussi, ça nous divise. On doit aussi être capable de mettre en visibilité toutes les alternatives concrètes qui se font, parce qu'il y en a beaucoup, et elles sont souvent ancrées localement, et ça, je pense que c'est très important, parce que ça montre qu'il y a d'autres choses possibles que ce qu'on... Voilà, en tous les cas, que le modèle dominant. C'est évidemment ce que je dis là, pour nous, en tous les cas, côté Attac, c'est des choses qui doivent se travailler nationalement, et aussi localement, mais aussi d'un point de vue international, je dirais, pour nous. Alors d'un point de vue internationaliste et altermondialiste, il faut le reconnaître, la dynamique des forums sociaux mondiaux, forums sociaux européens, etc., je veux dire, n'est plus ce qu'elle était, pour le dire comme ça, même si, par exemple, le forum social mondial qui s'est tenu à Salvador de Bahia en début d'année a été plutôt une grande réussite, avec notamment les thématiques, je veux dire, des femmes, des personnes racisées, des populations indigènes, pardon, je cherchais le mot, etc. Donc il y a encore des choses qui existent, mais peut-être moins de visibilité, peut-être aussi, il faut peut-être inventer de nouvelles formes, mais on a besoin de toute façon des espaces internationaux où on ait aussi cette visibilité de la diversité des mouvements dans le monde. La grande force des forums sociaux mondiaux, en tous les cas pour moi, mais je pense pour beaucoup de personnes, c'est de voir effectivement que les résistances, elles existent. Et elles existent d'un bout à l'autre de la planète et sur beaucoup de thématiques. Donc ça, c'est une question qu'il faut retravailler. Au niveau européen, je pense que les tentatives qu'il y a eu de trouver des cadres de travail européens sont pas simples, sont aussi en difficulté. On l'a vu au moment de la situation en Grèce, où il y aurait eu besoin d'une solidarité extrêmement importante. On n'a pas réussi vraiment à faire des choses, même s'il y a eu des choses qui sont faites et des choses qui continuent, mais on n'a pas réussi effectivement à montrer que ce qui se passait en Grèce, enfin en tout cas à montrer à un large public et à mobiliser un large public sur ce qui se passait en Grèce, c'était le laboratoire pour toute l'Europe, et je pense que malheureusement, voilà. Donc on est un peu dans cette situation-là, mais je pense qu'on ne peut pas lâcher une vision politique de notre mouvement qui est forcément un mouvement internationaliste et altermondialiste. Ça me semble très important, notamment dans cette période de montée des populismes de droite, de la xénophobie, des régimes autoritaires et réactionnaires. Alors, on a une vraie discussion en ce moment, c'est la question face au libre-échange, que ça soit sous la forme traités multilatéraux ou traités bilatéraux, c'est qu'est-ce qu'on met en avant par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on met en avant comme type d'échange économique entre les peuples. Et pour l'instant, c'est vrai que c'est les multinationales qui sont à la manœuvre.
Les accords passés multilatéraux, les accords aujourd'hui bilatéraux leur donnent un poids extrêmement important, et notamment avec ces histoires de tribunaux arbitraires, par exemple, hein, qui peuvent traîner un pays, un gouvernement qui prendrait des mesures écologiques, sanitaires, etc., qui peuvent être traînés par une multinationale et avoir des amendes extrêmement fortes. Donc on voit bien que ça, il faut absolument le casser et le remettre en cause. Mais je crois que dans notre réflexion, on doit effectivement être capable de dire qu'on voudrait des échanges qui articulent la protection des populations, la solidarité internationale et les impératifs sociaux et environnementaux. Je pense que c'est comme ça qu'on doit penser les échanges internationaux et les sortir effectivement des griffes des multinationales. Je pense que la question qui nous est posée, finalement, encore une fois, à nous tous et toutes, quel que soit l'endroit où on est, où on milite, où on agit, c'est comment on reconstruit une pensée politique alternative. Et quand j'ai une pensée politique, c'est pas forcément le programme politique d'un parti, c'est même surtout pas ça, de mon point de vue, même si ça, c'est sans doute nécessaire, mais c'est d'abord ça. Et sur quoi on peut la travailler. Il nous semble que c'est à la fois, elle doit être basée sur la question de la répartition des richesses, évidemment, qu'est-ce qu'on fait des richesses produites, sur l'égalité des droits dans les textes et dans la réalité, c'est-à-dire qu'il ne soit pas qu'une égalité formelle, mais aussi, évidemment, en prenant en compte la question de la transition écologique absolument fondamentale et vitale, et aussi la refondation démocratique. Parce que c'est... Quand j'ai parlé tout à l'heure de crise systémique, ça veut dire qu'on ne peut pas prendre des choses, même si par exemple l'attaque à un certain nombre de revendications, vous les trouvez dans nos publications, dans le livre, etc. Par exemple sur comment désarmer la finance, on a toute une liste de propositions très précises qui pourraient être mises en œuvre relativement facilement s'il y avait la volonté politique de le faire. Mais on pense qu'on ne peut pas penser les choses que simplement sur l'aspect finance, qu'il faut le penser justement face à une crise systémique, comment on bifurque finalement et comment on commence à réorienter vers autre chose. Et ça, c'est pour moi l'affaire de tous et toutes, des associations, des syndicats et des partis politiques. Et puis, je pense vraiment pour finir, et c'est là où on rejoint la question de l'intermondialisme, je pense que ces questions qu'on se pose ici à Montpellier, qu'on se pose en France, etc., eh bien, c'est des questions de la même façon qu'on retrouve des résistances partout dans le monde qui, à mon avis, se posent partout sur l'ensemble de la planète, d'une façon ou d'une autre, pas forcément strictement dans les mêmes termes, les contextes politiques, sociaux, économiques ne sont pas les mêmes, mais finalement, c'est des questions auxquelles nous devons répondre en ce début, qui est plus tout à fait le début du XXIe siècle. L'évolution dans les confédérations. Alors moi, je connais une organisation syndicale qui s'appelle Solidaire et voilà, bon, je sais quels ont été les débats. Non, mais je vais en dire deux mots quand même parce que, par exemple, il y a une commission écologie à Solidaire. Il y a des syndicats qui travaillent dessus. Il y a des syndicats qui sont directement confrontés. Par exemple, je ne sais pas s'il y a des syndicalistes de l'ONF, l'Office national des forêts, dans la région, mais en tous les cas, c'est un syndicat de Solidaire et avec les autres syndicats, ils sont en cours de... Il y a une marche pour les forêts et avec une démarche vraiment de prise en compte des enjeux écologiques. Donc, et là, par exemple, c'est l'intersyndicale de l'ONF, de l'Office national des forêts. Bon. Donc tout ça pour dire que dans Solidaire, c'est des choses qui sont maintenant prises en charge au niveau national, avec une réflexion, une production de bulletins, etc. Je ne suis pas certaine que dans l'ensemble des syndicats de Solidaire, et sur les 100 et quelques mille adhérents, j'en sais rien combien il y en a aujourd'hui, cette question-là soit au cœur des préoccupations immédiates, pour le dire honnêtement. Alors peut-être les camarades dans la salle me diront le contraire, mais je ne crois pas. Bon. Donc je pense que cette question-là, il y a deux choses dans une organisation syndicale. Il y a le fait, à un moment donné, d'affirmer un principe politique. Bon, dans une organisation comme Solidaire, ça s'est fait il y a quelques années maintenant, mais ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, et ça n'a pas été forcément si simple que ça. Donc il y a une volonté politique à affirmer à un moment donné, et ensuite il faut le travailler à tous les niveaux de l'organisation. Et c'est ça, voilà. Il faut savoir que c'est pas bon. Alors, sur la CGT, pour ce que j'en sais, je pense que la CGT, il y a des bougées dans la CGT, mais évidemment, ça ne se voit pas forcément nationalement. Il y a un bouger, par exemple, sur Notre-Dame-des-Landes,
il y a eu des confrontations très dures à l'intérieur de la CGT, puisque par exemple l'UD, l'Union départementale CGT 44, était à fond pour le nouvel aéroport, et par contre la CGT Vinci, pour citer qu'elle, mais il y avait d'autres CGT, non seulement se sont positionnés contre l'aéroport, mais ont participé aux mobilisations à Notre-Dame-des-Landes, à des débats sur le site même de Notre-Dame-des-Landes, etc. Je prends cet exemple-là et je suis sûre qu'il y en a plein d'autres. Donc les choses, elles bougent sans doute pas assez rapidement. En 2015, quand il y a eu la coalition qui s'est mise en place pour faire face à la COP21 et organiser les mobilisations citoyennes, la CGT était partie prenante. Bon. Ça n'a pas toujours été facile parce que c'était une coalition large. La CFDT aussi d'ailleurs. Et paradoxalement, surtout c'est moi qui dis ça, pour ceux qui connaissent mon histoire, parce que j'ai été à la CFDT un certain nombre d'années avant de m'en faire virer comme quelques autres camarades encore ici présents dans cette salle, c'était plus facile de travailler avec la CFDT qu'avec la CGT sur cette question-là. Je le dis, voilà. Voilà. Mais malgré tout, je pense que ça bouge. Ça bouge parce que les militants et militantes de CGT, les adhérents et adhérents de CGT, au-delà de la situation de travail où ils sont, où ils peuvent être embarqués, enfin je pense à EDF par exemple, le nucléaire, mais pas que le nucléaire, hein, le lobby EDF dans le fonctionnement de la société française et les choix énergétiques qui ont été faits, qui continuent d'être faits, l'espèce de deal social qu'il y a eu pendant longtemps entre la CGT, qui était le gros syndicat, qui est toujours d'EDF, et la direction d'EDF. Je pense que c'est moins vrai maintenant, mais en tous les cas, ça a été longtemps ça. Je pense que c'est aussi des citoyens et des citoyennes, et où les questions de changement climatique, ils les prennent aussi, enfin, comme tout le monde. C'est pas simple. Quels peuvent être les lieux pour ça? On espérait beaucoup, quand justement dans la plateforme 1 million d'emplois climat, de faire venir la CGT. Ça n'a pas été possible. Au niveau national, même localement dans les quelques endroits où il y a eu un peu des débats, etc. Voilà. Côté attaque, pour le coup, nous on pense qu'on va essayer de relancer des espaces de débat avec la CGT, mais la CGT, ça ne veut pas forcément dire grand-chose. Je veux dire, on peut avoir, y compris au niveau confédéral, des gens qui vont être des interlocuteurs intéressants à discuter sur les enjeux changement climatique, et vous pouvez avoir des structures locales ou des structures professionnelles qui vont être complètement opposées. Donc la CGT est tout sauf une organisation homogène aujourd'hui. Moi, je pense que par rapport à ça, on a intérêt, en tous les cas, à être ouvert et à trouver et à travailler les contradictions dans la CGT sur cette question-là, mais à la travailler pas pour dire histoire de le bordel, mais simplement parce que c'est des questions qui se posent à tous les mouvements sociaux aujourd'hui. Je veux dire, bon, voilà. Alors, la question de 1 million d'emplois climat, je pense que c'est quelque chose qui a été lancé après la COP 2015, justement pour essayer de traduire concrètement, quand on dit transition écologique et sociale, comment traduire ça. Donc il y a eu un document qui a été fait par plusieurs organisations, hein, je crois qu'on est là, il me semble, mais, dont Attaque, mais pas que, Solidaire, la FSU, les deux syndicats, et puis les Amis de la Terre, enfin d'autres organisations, avec l'idée d'essayer de montrer concrètement que c'était possible, c'est-à-dire de donner des arguments vraiment très précis et très concrets avec des études assez chiffrées. Et on est parti de l'expérience qu'il y a eu au Pays Basque, puisque le mouvement BICI, enfin Alternativa, avait fait une étude au Pays Basque Nord, et qui montrait qu'il pouvait créer, alors j'ai plus le chiffre, mais je crois que c'était de l'ordre de 15 000 emplois sur une population de 290 000, enfin j'ai des chiffres, je me trompe peut-être, mais c'est de cet ordre-là, je crois, d'emplois, enfin de création nette d'emplois. Hein. C'était pas, après il y a évidemment des emplois de remplacement et tout. Bon, et il y a eu aussi une étude qui a été faite sur le Nord-Pas-de-Calais aussi, donc on commence à avoir des éléments. Maintenant, le problème, pour ne pas cacher les difficultés, c'est qu'on espérait faire vivre ça localement, enfin sur des territoires, c'est-à-dire en gros avoir des militants, des organisations qui s'emparent de ça au niveau local et qui fassent ce travail-là sur leur territoire, sur une ville, un département, une communauté de communes, une région, etc., avec des chercheurs, avec des experts, entre guillemets, pour dire, voilà, quand on dit transition écologique, qui peut ramener des emplois, etc., au-delà des grands principes, c'est possible. Bon. Ça, pour l'instant, on a quand même un peu de mal, quoi. Mais en tous les cas, moi je pense que les contradictions, y compris dans le monde du travail, dans le monde syndical, bon, alors je parle pas de FO, parce que là, je pense que, bon,
c'est pas, enfin, de toute façon, Force ouvrière est un syndicat qui considère qu'il n'a pas à se poser les problèmes, enfin, voilà, les problèmes de transformation sociale, etc. Bon, voilà. Et puis, bon, CFTC, CGC, voilà, j'en parle pas. Mais je crois que du point de vue de la CGT, à mon avis, je pense que les choses, elles avancent. Alors, pas assez vite, hein, malheureusement, mais malgré tout, je pense qu'elles avancent. Enfin, c'est mon point de vue. C'est peut-être pas vrai localement, j'en sais rien, je connais pas. Il y a peut-être des militants de la CGT dans la salle, j'en sais rien. Voilà, ils pourraient peut-être le dire plus facilement. Sur la question des guerres et de la responsabilité de la France, je veux dire, c'est clairement, il y a au moins un biais sur. Alors, peut-être qu'on ne fait pas assez de travail là-dessus, sur les ventes d'armes. Parce que là, pour le coup, ça touche vraiment au cœur du métier d'Attac, sur la question de la finance. Bon, voilà, je vois bien qu'on ne fait pas assez là-dessus, mais comme on ne fait pas assez sur d'autres choses, donc moi je plaide plutôt pour qu'il y ait des gens qui sont motivés et qui soient prêts à bosser là-dessus et qui nous rejoignent, etc. Bon, pour travailler là-dessus. Parce que formellement, par exemple, Attac, on a un militant qui représente Attac sur les initiatives du mouvement de la paix. Donc c'est au moins, je veux dire, formellement, il y a cet accord-là dans Attac, dans l'association, il n'y a pas de problème. Mais c'est évidemment tout à fait insuffisant. Et je pense notamment quand Attac va sortir du matériel sur le projet de budget 2019 du gouvernement et le projet de budget sur la sécurité sociale. Et je pense qu'évidemment, on va mettre en avant qu'il y aurait d'autres choix possibles à faire, et notamment sur cette question-là. Bon, je l'ai noté, je pense que je vais transmettre aux camarades qui travaillent là-dessus, parce que je suis d'accord que c'est, même si c'est pas grand-chose, mais au moins que ça apparaisse dans nos préoccupations. Hein, je suis d'accord là-dessus. Parce qu'on a une responsabilité, parce qu'on est en France, et que la France est un des premiers pays exportateurs d'armes, et que c'est ces armes-là qui, tous les jours... et puis aussi sur la question des réfugiés, des migrants, parce qu'on sait très bien aujourd'hui que la façon dont l'Union européenne procède avec l'assentiment notamment du gouvernement français, c'est de filer de l'argent aux dictatures pour garder les réfugiés chez eux, quoi. Enfin, et aux pires dictatures. Hein, bon. Voilà. Alors, sur la question des dominations, et sur la question de l'école, alors moi je ne suis pas du tout une spécialiste de l'école, je vais donc dire une généralité qui sera peut-être une banalité, c'est que je pense qu'aujourd'hui le système de l'éducation nationale est tellement mis à mal par les suppressions de postes, par différentes réformes, etc., que la question de, je ne sais pas comment l'exprimer, en tous les cas d'une prise en charge des élèves répondant réellement aux besoins des élèves et des familles, je veux dire, n'existe, enfin, il n'y a quasiment plus de débat là-dessus. Les débats qu'il y avait dans les années 70 sur la pédagogie, ou avant même la pédagogie freinée, ou en tous les cas d'autres choses pour que l'école soit mieux adaptée aux besoins des enfants et des familles, et surtout aux réalités d'aujourd'hui, je pense qu'il y a une telle situation catastrophique dans beaucoup d'écoles et de collèges, de lycées, etc., et ne parlons pas de l'université, enfin si, parlons-en, que voilà, ces questions-là, de fait, sont maintenant marginalisées. Et je trouve que c'est regrettable, mais pour le coup, pour en discuter souvent avec camarades syndicalistes enseignants, bon, c'est tellement l'urgence au quotidien que, je sais pas, moi je connais bien la Seine-Saint-Denis par exemple, en banlieue parisienne, mais je pense que c'est vrai ailleurs, hein, c'est une situation de pénurie, mais absolument terrible, quoi, avec les conséquences que ça a. Je vais répondre quand même sur la question que tu as soulevée sur un mouvement d'éducation populaire, donc qui vise à l'émancipation individuelle et collective et qui donne des consignes qui a donné une consigne de vote une fois en 2005 sur le TCE. D'abord, moi je pense que Attac, comme d'autres, au moment de la lutte contre le TCE, a fait un travail d'éducation populaire extrêmement important, et encore une fois, c'était pas qu'Attac, hein, je veux dire, le nombre de réunions publiques, de décortiquage du TCE, et là, pour moi, ça a été vraiment un exemple quasi parfait d'éducation populaire, c'est-à-dire que ce sont les gens qui se sont appropriés, qui ont fait qu'au départ, alors que le référendum était donné largement gagnant par tous les médias, les partis politiques dominants, etc., eh bien,
enfin, je veux dire, on a réussi collectivement, et c'est vraiment ce travail d'éducation populaire. Après, est-ce que ça interdit à une association d'avoir une prise de position? Moi, ça ne me semble pas du tout contradictoire. C'est-à-dire que je pense que, pour moi, il me semble important quand on est dans une association comme dans un syndicat d'ailleurs, parce que le débat il s'était posé aussi dans le syndicalisme, hein, je veux dire dans Solidaire en l'occurrence, mais pas seulement, le fait de faire ce travail d'éducation populaire, de faire comprendre les enjeux qu'il y avait du point de vue des valeurs que portent ces associations ou ces syndicats. Et ça, on ne peut pas être neutre. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de neutralité. Ça ne veut pas dire que, on ne fait pas ce travail d'éducation populaire. Pour moi, les deux sont complémentaires. Et c'est pas du tout contradictoire. Et je pense que pour moi, ça n'aurait pas été possible qu'une association comme ATTAC, vu les valeurs qu'elle porte, ou de syndicat solidaire à l'époque, vu les valeurs qu'on portait, d'être entre guillemets neutre et de ne pas se positionner. Et d'ailleurs, du point de vue du débat syndical, dans la CGT, il y a eu ce débat. Très difficile. Parce qu'effectivement, la direction de la CGT à l'époque considérait qu'elle ne devait pas se positionner, parce qu'elle n'avait pas se positionner pour, parce que voilà, mais qu'elle ne devait pas se positionner. Et en fait, il y a eu des débats extrêmement tendus, puisqu'y compris à l'époque, Bernard Thibault a été mis en minorité, puisque l'instance nationale avait pris position contre le TCE. Donc, je pense que, pour moi, c'est pas contradictoire de faire ce travail d'éducation populaire et en même temps d'assumer ses responsabilités et de prendre position, quoi, hein. Enfin, merci.